Les États-Unis et le capitalisme, c'est une longue histoire d'amour qui entraînera de nombreux changements dans l'histoire de notre civilisation. Et dans le pays de l'oncle Sam, comment étaient et sont gérées les prisons? Comment le système carcéral américain a su rester profitable au cours de son histoire? Nous allons tenter de résoudre cette question pendant cette vidéo. La grande histoire de la prison aux États-Unis ne commencera qu'après la fin de la guerre civile. Comme rapide contexte, on peut expliquer que le Nord, les États loyaux à l'Union, se battaient en outre pour l'ancrage de l'interdiction de l'esclavage dans la Constitution, mais surtout pour la préservation de l'Union. Le public voyait notamment l'esclavage comme un frein au développement national. Le Sud, les pays ayant fait sécession, ne pouvaient pas se permettre de laisser leurs mains de vrais esclaves, étant donné leur dépendance économique à l'export de coton vers l'Europe. Le Nord a fini par gagner la guerre civile, malgré le nombre tragique de morts. Les États du Sud se sont vus interdire leur principal moyen de production. Alors, pour rendre la nouvelle constitution populaire auprès des deux parties, le 13e amendement de la Constitution laissait tout de même le droit au recours à l'esclavage comme forme de punition pénale pour une personne condamnée. Les États dépendants de l'esclavage créeront alors de nombreuses nouvelles lois visant les personnes noires d'Amérique afin de les soumettre à nouveau au joug de l'esclavagisme. Cette suite de lois sera appelée les Black Codes. On peut ainsi citer par exemple le Vagrancy Act de 1866. Ce texte rend illégal le fait de ne pas avoir d'emploi ou ne pas avoir de logement fixe. Les Black Codes empêchaient aussi un noir de témoigner contre un blanc au tribunal. Certains États empêchaient même directement les noirs de posséder des terres, et donc les obligeaient ainsi à travailler pour leurs anciens maîtres. Évidemment, la mise en application stricte de ces multiples lois était impossible, faute de documents ou de certification. Ainsi, résultant en des peines purement motivées par du racisme. Cette situation fera alors exploser le nombre de noirs en prison. Et maintenant, la prison américaine rentre en jeu avec la tactique économique du convict leasing ou convict leasing system, qui serait en français système de location de prisonniers. Le système de location de prisonniers était un système permettant à une entreprise privée de louer les prisonniers pour leur travail bon marché. Ainsi, l'esclavage était revenu. Plantations, entreprises forestières, compagnies ferroviaires, entreprises de sidérurgie et minières, toutes les industries du Sud possédaient maintenant leur propre force de travail issue du monde carcéral. Cette pratique sera interdite, lentement, État par État, à partir de 1904. Après de nombreuses crises politiques chez les travailleurs des mines ou des entreprises forestières qui verront leur travail être remplacé par des détenus, créant ainsi de nombreuses grèves comme la Coal Creek War de 1891. Le système sera cependant aboli pendant le mandat de Franklin Roosevelt en 1941. Une autre forme d'esclavage, encore plus complice et malicieuse, verra le jour peu après la démocratisation du convict leasing en 1865. La servitude par dette. Cette nouvelle servitude demandait l'action des autorités pour infliger de nombreuses amendes impayables aux Noirs. Il était effectivement facile de créer des délits amendables, étant donné que les codes noirs fournissaient un prétexte pour arrêter toutes les personnes noires ou presque. Les propriétaires d'entreprises se montraient alors disposés à payer cette dette contre le travail de la victime. La servitude par dette sera vite interdite même si la mise en vigueur de l'interdiction est difficilement vérifiable, et de nombreux signes montrent que la pratique aurait continué jusqu'en 1941. Mais ça, ce ne sera que l'ouverture pour le prochain thème. Lorsqu'il est question du système pénal moderne, il est souvent lié à l'incarcération de masse qui a débuté dans les années 70. La réforme du système carcéral aura demandé le travail de 3 présidents différents. En premier lieu, le président Richard Nixon qui aura servi un mandat et demi. Il démissionnera de son poste de chef d'État à cause du scandale de Watergate. As I leave the presidency, Nixon aura été essentiel dans cette transformation. Il aura déclaré la guerre contre la drogue et ainsi débuté la transformation du système en renforçant les peines pour les crimes en lien avec la drogue et surtout en investissant de grands moyens pour une lutte contre la drogue à long terme. Il aura été président de 1969 à 1974. En deuxième lieu vient Ronald Reagan. Il aura renforcé l'idée de la tolérance zéro avec la drogue et il créera les peines minimales pour certains crimes au niveau fédéral. À ce moment-là, la population carcérale commença véritablement à augmenter. Il aura été président de 1981 à 1989. Et en dernier lieu, Bill Clinton. Il aura mis en œuvre le Violent Crime Control and Law Enforcement Act de 1994. Cet acte mènera à de massifs investissements dans la construction de nouvelles prisons. En plus de transformer le monde pénal, Clinton créera une loi des 3 prises, ou la Three Strike Law. Cette modification rend ainsi la 3e condamnation bien plus sévère chez une personne qui aura déjà été condamnée 2 fois. Ainsi, des cas de condamnation absolument fous ont pu sortir des tribunaux. En voici quelques exemples. En 1995, un jeune homme, Derry Dwayne Williams, est condamné à 25 ans de prison par un tribunal californien pour le vol d'une part de pizza à Redondo Beach, banlieue de Los Angeles. Williams avait déjà été condamné auparavant pour vol et possession de drogue.
drogue. 2 de ces condamnations étant considérées comme assez sérieuses par le juge pour qu'il soit sujet à cette loi. Autre exemple, Pamela Martinez, condamnée à 25 ans pour le vol d'une boîte à outils dans un garage d'un pavillon dans le comté d'Orange près de Los Angeles. Délit commis alors qu'elle était ivre morte. Pamela a finalement recouvré la liberté au bout de 7 ans grâce aux efforts d'un autre juge. Ou même en Illinois, où la seconde récidive d'un crime violent en 25 ans entraînait la prison à vie. Même au Texas, dans l'état de Washington et en Virginie occidentale, où la seconde récidive entraîne une peine planchée à vie. Le terme plancher signifie que la peine ne peut pas être diminuée. La seconde récidive entraînait alors forcément une peine à vie. Bill Clinton sera président de 1993 à 2001. L'incarcération de masse telle qu'elle est reconnue aujourd'hui débutera avec les politiques de Reagan. L'incarcération sur la base de la possession de drogue viseront surtout les communautés les plus pauvres des États-Unis, une proportionnalité importante d'Afro-Américains. Tous ces investissements se seront montrés inutiles. Aujourd'hui, les États-Unis sont toujours gangrénés par la drogue, le meurtre et le vol. Tous ces efforts n'auront fait que de mener une génération entière en prison. Mais ici, entre en jeu le système pénal américain. Ah, il nous avait manqué. Les estimations trouvent le prix de la guerre contre la drogue à plus d'1 trillion de dollars. Et même si le chiffre n'est pas particulièrement précis, il est clair que les opérations anti-drogue allant jusqu'en Amérique du Sud étaient extrêmement chères. De plus, tous les services fournis par des centaines d'entreprises privées ont coûté des milliards de dollars simplement dans le maintien des nouvelles prisons. Tous ces fonds publics ont été généreusement versés à des entreprises privées dans le but de mener une guerre perdue d'avance. Afin de faire quelque chose de cette force de travail immense dormant dans les prisons américaines, plusieurs entreprises telles que Unicor Federal Prison Industry ont décidé d'utiliser les prisonniers dans plusieurs travaux divers, entre la manufacture de produits à base de textiles, de pièces électroniques en tout genre, de matériel optique, des services agricoles et de blanchisserie et du matériel de bureau comme des chaises et des tables. Malgré le fait que l'entreprise ait déclaré une perte de 2 millions de dollars en 2020 à cause du Covid, elle en a vendu pour 473 millions de dollars de biens. Tous ces biens auront été vendus à moindre prix, non dans le but de faire du profit mais dans le but de permettre aux autres entreprises privées de faire des économies. Mais comment garder un faible prix sur toutes ces marchandises? Grâce à l'esclavage. Et oui, après tout ce temps, on le retrouve. Le salaire minimum aux États-Unis est de 7,25 $ de l'heure. Mis à côté, le salaire bas d'un prisonnier est de 33 centimes de l'heure et le salaire le plus haut est de 1,41 $. Ce travail misérablement rémunéré se fait sans assurance et protection en cas de blessure. Les travaux étant essentiels non pas seulement dans les industries à but lucratif, mais aussi dans le maintien des pénitenciers qui enferment leurs propres travailleurs. 88% des 1,7 million de personnes en prison aux États-Unis travaillent. La majorité d'entre eux travaillent au maintien de leur propre prison. La nourriture, la lessive et le lavage des prisons sont partiellement assurés par les prisonniers eux-mêmes, alors que malgré leur rôle essentiel, ils n'ont pas le droit aux syndicats ni aux protections pour les travailleurs. Les salaires des prisonniers s'occupant de leur prison varient de 13 à 63 centimes de l'heure, tandis qu'une partie des anciens États perdants de la guerre civile ne payent pas du tout leurs détenus. Et aujourd'hui, finalement, c'est comment ? Comment se porte toute cette industrie ? Eh bien, commençons par les conséquences humaines de cette incarcération de masse. Déjà, le taux de récidive en 5 ans est de 70%. Le manque d'opportunités est fatal pour le plus grand nombre d'anciens détenus. Ensuite, les droits de l'homme sont souvent ignorés et plusieurs organisations telles que Amnesty International livrent souvent des rapports affligeants sur les conditions de vie des habitants des prisons. Et encore, si seulement c'était efficace. Le taux de meurtre volontaire pour 100 000 personnes est de 6,8 aux États-Unis contre 1,2 en France. Bon, alors, si c'est inefficace, mais au moins, c'est pas cher. Et non, encore perdu. 87 milliards de dollars ont été dépensés en 2009 pour le maintien des prisons. Alors pourquoi ? Si c'est cher, que c'est inefficace et que la majorité des ex-détenus retournent en prison, à qui ça profite ? Le complexe industriel carcéral signifie les acteurs privés profitant de l'incarcération de masse. Ces mêmes acteurs bénéficiant de cette pratique peuvent faire du lobbying afin de mettre en action des lois plus strictes pour amener plus de gens en prison. Plus il y a de gens en prison, plus ces industries peuvent pousser le gouvernement à en amener plus. Une boucle sans fin des plus immorales qui est totalement visible sur les statistiques. Un prisonnier moyen de l'État de Maine coûte annuellement 307 000 $. Pas parce que sa prison est particulièrement luxueuse, mais parce que les membres du gouvernement ont reçu des pots de vin pour prendre des services hors de prix. Vous aurez alors compris que le jeu auquel jouent toutes les industries pénitentiaires est de soudoyer le gouvernement pour faire passer l'argent des mains publiques aux mains privées. Et c'est exactement la même histoire avec le complexe militaro-industriel, même si ça, ce sera le thème d'une prochaine vidéo. En bref, le problème évident avec les entreprises privées qui font des tâches réservées au monde public, c'est que leurs actions ne sont pas faites pour être efficaces, mais pour être rentables. Et ça, c'est qu'un argument de plus dans la croisade contre le capitalisme. Et tiens, d'ailleurs, est-ce que le gouvernement américain avait vraiment comme intention de faire une guerre contre la drogue qui mèneront à l'industrie pénitentiaire moderne ? Une simple réponse peut être apportée à cette question. Non. Au même moment, en 1984, la CIA faisait rentrer des quantités industrielles de cocaïne aux États-Unis afin de laisser les dictatures sud-américaines financer leur guerre contre les gouvernements socialistes démocratiquement élus.
L'intervention de la CIA dans le trafic de cocaïne pourrait d'ailleurs aussi être un thème dans une prochaine vidéo, tellement le sujet peut être important. Enfin bref, est-ce que toute l'histoire carcérale pose un problème maintenant qu'on connaît son histoire? Cette descendance directe de l'esclavagisme qui condamne près de 2 millions d'Américains est-elle problématique? Combien d'Américains devront être mis en prison pour que la faim insatiable des entreprises pour le profit soit comblée? Et finalement, cette situation ne met pas en évidence un problème intrinsèque au capitalisme?